Bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours sur l'entraînement cycliste. Ce chapitre promet à première vue un petit mal de crâne, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Nous allons parler de bioénergétique. On va essayer de remettre de l'ordre dans la manière dont nos muscles fonctionnent, dans la vie quotidienne, mais aussi lorsqu'on s'installe sur notre vélo. C'est parti. Alors, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ce qu'on nous a mis dans le crâne, et moi notamment ce qu'on m'avait mis dans le crâne lorsque j'étais étudiant, qui étaient un peu des croyances anciennes, largement erronées. Donc on va essayer de remettre un peu tout ça dans l'ordre. Nos muscles disposent de trois moyens de s'approvisionner en carburant, le carburant principal du muscle étant l'ATP, et ces trois moyens de s'approvisionner sont interdépendantes. Alors quand je dis interdépendante, on n'est plus dans le schéma des années 80 et même avant, où pour chaque type d'effort, il y avait un mode de fonctionnement énergétique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous disait que dans les efforts de moins de 10 secondes, c'était la filière anaérobie lactique, des efforts, on va dire jusqu'à 2 minutes, c'était la filière anaérobie lactique, et au-delà, c'était la filière aérobie. Quand on y réfléchit bien, il est parfaitement stupide d'associer les efforts de plus de 2 minutes uniquement à la filière aérobie, par exemple, sans tenir compte de l'intensité de l'effort. Lors d'un test de PMA, de puissance maximale aérobie, il faut garder à l'esprit que très rapidement, une bonne partie de notre énergie utilisée par les muscles provient des deux filières anaérobie, alors qu'on vient mesurer quelque chose qui est lié à l'aérobie. Vu les données, et notamment les données de lactatémie sur un test de PMA, et vu l'état de fatigue ressenti par le cycliste, on comprend rapidement que cette association est à balayer. Il faut garder à l'esprit que ces trois modes de fonctionnement musculaire sont actifs en permanence et dépendants les uns des autres, selon la durée de l'effort et selon l'intensité. En fin de compte, donc selon la durée de l'effort et l'intensité, l'un sera dominant par rapport à l'autre. Il y a un bouquin que j'aime bien, ça va faire plaisir, c'est La Bible de la préparation physique de Didier Ress et Pascal Prévost, aux éditions Amphora. On vous explique bien, on reprend bien les bases du fonctionnement de la bioénergétique avec trois filières qui sont bien distinctes, mais quand on regarde de manière plus fine, il y a une multitude de variantes permettant de recréer de l'ATP à partir de l'ADP, voire même de l'AMP, et en passant par une voie avec oxygène ou une voie sans oxygène. Chacune des voies énergétiques vise à recréer de l'ATP, à resynthétiser de l'ATP à partir de l'ADP, voire de l'AMP. Je vous rappelle, ATP, c'est l'adénosine triphosphate, ADP, adénosine diphosphate, donc uniquement deux phosphates, et AMP, adénosine monophosphate, un phosphate. Et c'est le seul carburant utilisable directement par les filaments d'actine et de myosine, enfin en l'occurrence les têtes de myosine, pour pouvoir créer le glissement des fibres musculaires. Chacune des filières énergétiques de ces trois voies énergétiques, donc je vous rappelle deux sans oxygène, une avec oxygène, chacune a une caractéristique de puissance. Il s'agit de la quantité d'énergie maximale disponible sur une durée donnée. Une caractéristique de capacité, c'est la quantité totale d'énergie pouvant être libérée avant l'épuisement, c'est-à-dire la capacité du réservoir, si on transposait ça sur une voiture. Il y a aussi une caractéristique d'inertie de fonctionnement, c'est-à-dire que chacune de ces trois voies ne démarre pas de la même manière. Certaines démarrent tout de suite au quart de tour, quand d'autres ont besoin d'un petit temps de préchauffage. Et enfin, une caractéristique d'inertie de récupération, c'est-à-dire qu'une fois que cette voie énergétique pour recréer de l'ATP est épuisée, eh bien, il faut un certain temps pour qu'elle puisse refonctionner à plein régime. Je reviens brièvement sur l'ATP, l'adénosine triphosphate, donc un adénosine et trois phosphates. Et en fin de compte, c'est la liaison entre le phosphate et l'adénosine qui contient de l'énergie et qui est utilisée par la tête de myosine pour permettre le raccourcissement du muscle. Chacune des trois voies énergétiques, anaérobie lactique, lactique et aérobie, vise à recréer de l'ATP à partir de l'ADP ou de l'AMP. Donc le but du jeu, ce sera de recoller un phosphate à un ADP ou recoller deux phosphates à un AMP pour réobtenir de l'ATP. Nous allons revenir à notre petit cycliste sur son vélo. Par exemple, sur une étape du Tour de France, eh bien, l'entraînement qui a été fait en amont du Tour de France, associé à l'alimentation dans les heures précédant l'étape du Tour de France, plus l'alimentation durant l'étape du Tour de France, eh bien, ça va permettre au cycliste, à notre petit cycliste, de maintenir son niveau de nutriments dans l'organisme et donc d'entretenir le niveau d'ATP dans le temps, sur la durée de l'étape. Si j'ai assez d'ATP, ça permet donc le mouvement des têtes de myosine sur l'actine, donc le raccourcissement des muscles. Si je raccourcis mes muscles, donc ils se contractent et ça permet le mouvement des leviers osseux.
Si j'ai des leviers osseux qui bougent, ça permet donc le pédalage du cycliste pendant toute la durée de l'étape. Alors on va s'intéresser en premier à la voie aérobie. D'accord, la filière aérobie. Très simplement, c'est la filière de la vie de tous les jours et très régulièrement on l'associe aux efforts d'endurance longs et d'une intensité relativement limitée. Donc le cyclisme, le cyclosport, c'est-à-dire toutes les courses comme l'étape du Tour, sont intéressés par la filière aérobie en priorité. C'est le moyen principal de synthétiser de l'ATP pour nos muscles. Le combustible principal, c'est le sucre, les glucides, mais aussi les graisses, les lipides. Et tout ça, on l'associe à de l'oxygène. Très rarement, les protéines peuvent être utilisées, mais principalement dans les situations de survie ou de sous-alimentation. On peut imaginer le naufragé sur son radeau de survie qui a de l'eau, qui peut boire, mais qui n'a rien à manger. En fin de compte, il va se manger un petit peu de l'intérieur. Donc il va brûler son capital musculaire. Pour produire de l'énergie et générer une contraction musculaire, nos fibres musculaires ne peuvent utiliser directement notre alimentation. Je vous ai dit, c'est de l'ATP que les têtes de myosine peuvent utiliser. Les pâtes, le poisson, la viande, les légumes, tout ça doit être digéré pour devenir des substrats utilisables dans l'organisme sous forme de lipides, de glucides, de protides. Dans la centrale énergétique du muscle, la mitochondrie, on va associer ces nutriments à l'oxygène pour recréer de l'ATP. Il s'agit d'un ensemble de réactions chimiques dont voici l'équation bilan pour les plus téméraires. Elle est pas mal cette équation bilan, je vous ai perdu ou non? Alors ça, c'est tout simplement la conversion de notre alimentation, des nutriments que sont les glucides, les lipides, mais là, en l'occurrence, les glucides, les CHO, les hydrates de carbone, associés à de l'oxygène, associés donc à un ADP ou un AMP et des phosphates qui se baladent un peu tout seul, tout ça, on le met dans notre saladier, on mélange bien fort et on obtient du CO2 que l'on expire, de l'O2, de l'eau, et des ATP. Et on parle de phosphorylation. Et cette phosphorylation a lieu dans le cadre des 8 réactions chimiques du cycle de Krebs. Lorsque nos têtes de myosine ont besoin de se tracter sur l'actine pour une contraction musculaire, eh bien c'est le fait de séparer un phosphate de l'adénosine qui va libérer de l'énergie et permettre à la tête de myosine de se tracter. Donc à chaque fois que je décroche un phosphate de mon ATP, je libère de l'énergie. Alors, on ne va pas rentrer précisément dans les réactions chimiques du cycle de Krebs. Déjà, moi, je n'ai pas le niveau pour me permettre de vous enseigner ça de manière pertinente. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le cycle de Krebs va permettre de maintenir les niveaux d'ATP au fur et à mesure des contractions musculaires. Il va produire aussi deux choses importantes à garder en tête. H2O, de l'eau, et du CO2. Il va produire aussi une chose, alors indirectement, si on a de la contraction musculaire, il y aura une production de chaleur. On sait que le rendement d'un muscle est très limité, c'est 80% de chaleur, 20% de mouvement. Et on va aussi produire une dernière chose, le NAD. Qu'est-ce que c'est? Alors les NAD ou nicotinamide adénine dénucléotides, c'est tout simplement un composé qui intervient dans l'entretien de la glycolyse anaérobie. Et là, on revient à quelque chose dont j'ai parlé en début de cours, c'est que tout simplement, nos 3 voies de production d'énergie sont interdépendantes. Et là, on se rend bien compte que la filière anaérobie lactique est vraiment dépendante du fonctionnement aérobie parce que le cycle de Krebs permet la production de NAD. L'entraînement d'un cycliste, l'objectif ce sera quoi? Faire par exemple des sorties longues. Un cycliste, il va faire des sorties longues de 2, 3, 4, 5, 6 heures selon le niveau de pratique bien sûr. Les cyclistes professionnels peuvent même faire des sorties de 8 heures lors des stages d'avant-saison. Le but du jeu, ce sera quoi? 1. Entretenir les taux, les stocks d'enzymes. Ces enzymes vont permettre de bien gérer le fonctionnement des réactions chimiques du cycle de Krebs. En 2, il va falloir aussi bien gérer le choix des nutriments. Est-ce que je privilégie un fonctionnement musculaire uniquement avec les glucides? Attention, les taux de glucides, les quantités de glucides dans le corps sont quand même assez limitées. Ou est-ce que je viens piocher un peu plus facilement, de manière un petit peu plus préférentielle, vers les lipides? Ça peut être une bonne idée. Donc là, le fait de faire des sorties longues, ce qu'on appelle des long slow duration training, ça permet de faire tout de suite un choix au niveau de la redirection des nutriments et que les lipides soient utilisés de manière préférentielle par la musculature. Alors après, il y a des stratégies alimentaires comme la stratégie low, des efforts à jeun,
qui force vraiment l'organisme à venir piocher sur les lipides avant de venir piocher sur le glycogène. Et enfin, on a une dernière chose, il va falloir aussi optimiser le fonctionnement respiratoire et cardiaque pour amener de manière efficiente de l'oxygène vers nos fibres musculaires, vers nos mitochondries. Alors, on fait un petit point de synthèse sur le fonctionnement de la filière aérobie. La capacité, c'est-à-dire la taille du réservoir de la filière aérobie, est importante, voire très importante lorsqu'on est bien entraîné et lorsque les stratégies alimentaires sont adéquates. La puissance, quant à elle, elle est limitée. Ce sont des efforts de basse intensité. Et en fin de compte, le sommet de la pyramide, le sommet de l'iceberg aérobie, c'est quoi? C'est VO2 max. On viendra un petit peu plus tard sur un des cours sur VO2 max et la liaison avec la PMA, la puissance maximale aérobie. Le délai d'intervention pour que la voie aérobie fonctionne à plein régime, quelques minutes. C'est très variable. Dans tous les cas, plus vous êtes entraîné, plus ce délai d'intervention est court. Moins vous êtes entraîné ou plus vous êtes fatigué, plus ce délai d'intervention est long. En matière de durée de récupération, alors à basse intensité. La basse intensité, comme je dis à mes coureurs, c'est comme si on était un facteur en train de faire notre tournée. Vous imaginez le facteur en train de distribuer son courrier avec son vélo, il n'est pas essoufflé, le délai de récupération est immédiat. Par contre, lorsqu'on vient chercher des efforts de type PMA, il y aura un délai entre 12 et 36 heures à vélo parce qu'il y a peu de dégradation musculaire et c'est essentiellement une recharge énergétique. Mais sur ce tableau de synthèse, je mets jusqu'à 72 heures parce que si on se projette sur un effort sur lequel on est obligé de courir, il y aura potentiellement de la dégradation musculaire et ça demande un petit peu de temps pour récupérer. Donc le côté énergétique, ça se fait assez vite, le côté structurel musculaire, un petit peu plus long. Et donc le type d'effort, bien comme on l'a expliqué, ce sont les efforts longs de basse intensité. Alors, lorsqu'on est à PMA, à VO2 max, c'est 5 à 6 minutes, mais sur une basse intensité, 50-60% de PMA ou de VO2, on peut durer très très longtemps. On peut voir des épreuves, notamment en cross-country marathon, comme la MB Race par chez moi, où la course se boucle entre 12 et 16 heures d'effort. On est en aérobie. Encore une fois, gardez à l'esprit qu'il y a vraiment une relation entre l'intensité et la durée de l'effort. Je vous rappelle, encore une fois, à PMA, à VO2 max, la durée de l'effort, elle est de 5 à 6 minutes. D'ailleurs, un test de Kogan pour déterminer la PMA, c'est 6 minutes, c'est CP 6 minutes. Mais ensuite, on peut se placer dans la position du coureur cycliste dans un gros peloton, on en a parlé dans le premier cours. Lorsqu'on est vraiment au milieu d'un peloton, l'intensité de l'effort est très très faible parce qu'on se fait aspirer par le peloton. Et bien là, si on mange, si on s'hydrate, on peut tenir très très longtemps. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir bénéficier très rapidement des notifications à chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Et comme d'habitude, la participation à ces cours est gratuite. Malgré tout, je vous donne mon indicatif PayPal, le voici. Si vous voulez faire un don, 2, 3, 5 euros, 10 euros, selon vos moyens, je vous en remercie par avance. A bientôt pour un prochain cours.